Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir être devant vous ce matin et de partager nos activités. Effectivement, pour commencer, je vais vous dire quelques mots de mon équipe et mon activité au quotidien. Donc, je fais partie d'une équipe d'une vingtaine de designers, d'ingénieurs et de développeurs. Nous travaillons pour le groupe EDF et donc nous sommes au sein de la direction de l'innovation. Cette équipe, vous allez le voir, une longue histoire et je reviendrai dessus parce qu'il y a des marqueurs qui sont assez importants sur l'évolution de l'activité et aussi le moment où la recherche est devenue une priorité ou en tout cas quelque chose qu'on a essayé aussi de valoriser et de sacraliser puisqu'on a aussi, vous allez le voir, du côté de l'industrie, quelques questionnements sur comment on fait pour sacraliser ce type de démarche, c'est-à-dire comment on fait valoir la valeur que la recherche a dans nos activités. Donc effectivement, c'est aussi d'autres conditions que ce qu'on a pu discuter ce matin. Mais ceci étant, il y a pas mal de points qui ont pu être discutés ce matin aussi qui m'ont parlé. Et notamment, donc ne soyez pas étonnés, je vais vous faire voyager aujourd'hui à la fois sur le support de présentation que j'ai fait, mais je tenais tout d'abord aussi à vous faire voyager dans le Figma, qui est donc le Figma de mon équipe. Et sur ce simple sujet sur ce simple board qui s'appelle template présentation, eh bien ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez le voir, on a une culture de manière générale dans l'équipe qui fait qu'on se partage tout, à peu près tout, et notamment par exemple là vous pouvez voir la présentation, la toute première présentation avec ce template là qui avait été fait, je crois, de mémoire mi-2024. Et son interprétation pour notre sujet du jour. Voilà. Et ce qui est très pratique parce que du coup, entre nous, on va pouvoir récupérer tout un tas de choses entre les présentations précédentes. Vous allez voir qu'effectivement, il y a des choses aussi qu'on recycle et qui nous permettent tout simplement de faire évoluer la matière au fur et à mesure. Et tout à l'heure, j'entendais parler de compostage. Ça, c'est vraiment notre bac à compost à nous. Là, je vais repasser sur ce support-là pour que ce soit plus commode pour l'instant. Hop, voilà. Simplement pour vous remettre un peu de contexte, parce que je le disais aussi, de travailler dans une entreprise, c'est quand même légèrement différent. On a des besoins aussi qui sont légèrement différents et des contraintes qui sont associées. La raison d'être du groupe EDF, c'est celle-ci, c'est construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Bon, voilà, donc il faut se dire qu'on s'inscrit dans ce cadre. Ou bien, parfois qu'on essaye de s'en extraire, mais en jouant avec les limites de ce cadre. Donc, de manière assez simple, l'activité de mon équipe au quotidien, un peu la baseline de notre programme, si je peux dire, c'est d'explorer par le design les usages d'une énergie neutre en carbone, ou bien aussi d'aller chercher des usages qui ont un impact positif. Mon activité au quotidien, enfin en tout cas l'activité au quotidien de l'équipe, puisque c'est pas spécialement la mienne pour le coup, ça va être d'aider les projets du groupe EDF au sens large. Donc là, quand on parle de groupe EDF, ça va être des gens qui travaillent aussi bien sur la filière renouvelable qu'hydraulique, que des gens qui sont aussi, par exemple, côté RH, des gens qui sont côté nucléaire, etc. Donc tout un tas de personnes qui ont des activités très différentes, des gens aussi qui sont chercheurs, par exemple, à la R&D, on reviendra dessus. Et l'idée pour nous, c'est de les accompagner à des stades de projet qui sont assez différents. Par contre, le point de sortie, et c'est aussi le lien avec la documentation, c'est qu'effectivement, si on appelle des designers pour travailler avec ces projets, c'est qu'on cherche à concrétiser quelque chose. Que ce soit effectivement un prototype, le développement d'un nouveau protocole, d'un nouveau processus, mais en tout cas qui va se concrétiser, se tester et amener aussi à créer de la documentation. Dans tous les cas, c'est un peu le pourquoi on vient nous chercher. Je le disais aussi, on accompagne donc des tas de projets différents et avec des niveaux de maturité très différents, ce qui fait que parfois on va aller sur des projets qui sont très en amont avec des sujets qui sont à peine perceptibles et des problèmes qui sont, d'ailleurs parfois même pas des problèmes, qui sont juste des thématiques, versus des sujets qui ont déjà bien avancé, qui ont parfois été même un peu des marronniers chez EDF, sur lesquels on nous demande aussi de réouvrir la page pour voir s'il y a d'autres choses à faire. Et puis après, il y a des sujets qui sont avancés et où on va aussi donner un coup de main sur effectivement la concrétisation, ne serait-ce que physique aussi, des objets ou des machines qui sont en train d'être développées. On a quand même un petit peu de temps maintenant derrière nous, et moi j'ai pas fait partie de l'équipe depuis le début, mais en tout cas j'ai rejoint sur la dernière phase et même un petit peu avant la dernière phase, j'ai connu l'articulation. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement l'activité chez EDF, elle a démarré aux alentours des années 2000, avec l'arrivée de designers au sein de la R&D. Je reviendrai dessus juste après, donc je vais pas forcément développer. En 2013, on a pu créer du coup
Au sein de la R&D, toujours notre bureau, qui est situé donc sur un site R&D et qui nous permet vraiment d'avoir un laboratoire de recherche et d'exploration par le design. Et puis, 2021, EDF a été sommé de créer une direction de l'innovation, notamment après un rapport accablant de la Cour des comptes, comme quoi les histoires se répètent puisque la presse a commencé à divulguer que de nouveau le modèle d'EDF était challengé par la Cour des comptes ces derniers jours. Et donc à l'époque, l'idée c'était de montrer qu'EDF devait être innovant. Donc quoi de mieux que de faire une direction de l'innovation. Je ne vais pas forcément m'étaler sur la question de l'innovation en tant que telle aujourd'hui, mais ceci étant, par contre, ce qui est intéressant sur le positionnement, c'est que la manière dont la direction de l'innovation a été créée, elle vient en plus de la R&D, elle ne la remplace pas. Et l'idée, c'est par contre de pouvoir développer davantage de projets avec les métiers, au contact des métiers. Et ça va nous intéresser notamment pour la dimension terrain de l'activité. Je ne vais pas rentrer là-dedans trop particulièrement, mais simplement, à la direction de l'innovation, on n'est pas seul. On cohabite avec d'autres personnes qui font de l'open innovation, vont investir dans des startups, vont faire du développement de projets un peu plus approfondis et aller industrialiser les objets. Donc ça, c'est intéressant parce que nous, souvent, on arrive aussi à faire un passage de relais à ce moment-là. Il y a aussi des choses autour de l'incubation, des gens qui viennent mesurer la performance de l'innovation. Voilà, donc il faut cohabiter avec tout cet écosystème. Et je le disais, c'est aussi de notre travail de travailler avec ce cadre. Et puis, bien évidemment, on travaille aussi main dans la main avec les gens qui font, on va dire, qui établissent la stratégie d'innovation en ouvrant un certain nombre de sujets chaque année, en allant aussi chercher les grandes tendances et les game changers qui pourraient impacter le groupe EDF dans les années à venir. Et donc ça, c'est effectivement un travail d'anticipation qu'on mène de manière coordonnée. Là-dessus, je ne vais pas trop m'étaler, mais simplement, on a une diversité de projets et la manière dont on travaille depuis 3 ans, c'est d'essayer d'articuler ces projets selon des thématiques. En fait, on travaille pour tout un tas d'acteurs chez EDF qui sont très différents, je vous l'ai dit, avec des pratiques aussi très différentes, des cultures métiers qui peuvent être aussi différentes. Et on a un besoin, en fait, on arrive à avoir cet axe, cette vue assez transversale, mais par contre, il faut aussi la rendre transversale. C'est-à-dire que, donc, on a tout un tas de demandes. On a même maintenant le loisir de pouvoir faire du tri dans les demandes qu'on reçoit. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher des projets qui, selon nous, font du sens par rapport à des thématiques. Donc là, cette année, on en a 11 qu'on a ouvertes, qui sont en fait en continuité des thématiques qu'on avait les années précédentes. Mais simplement, on voit des évolutions sur les projets. Donc que ce soit, par exemple, il y a des choses qui sont des constantes, par exemple sur les évolutions métiers avec une culture d'entreprise qui est de longue date, etc. Donc avec des évolutions qu'il faut amorcer. Des choses qui sont autour de la transformation numérique, ça pareil, ça fait partie aussi de la culture d'un groupe qui évolue progressivement. Et puis après, il y a des choses qui sont, par exemple, de l'ordre de la robotique ou de l'eau, qui sont une thématique qui arrive de plus en plus. Pareil, ça a été par exemple relayé dans la presse. On travaille notamment beaucoup pour les centrales nucléaires qui ont des besoins d'exploitation d'eau, ou en tout cas des besoins d'utilisation d'eau, notamment pour refroidir les infrastructures. Vous l'avez vu, ça a défrayé la presse. C'est-à-dire que bien évidemment, on a un devoir de ne pas utiliser l'eau à outrance et surtout de ne pas utiliser l'eau et de la réchauffer davantage. Donc par exemple sur les périodes de canicule ou de forte chaleur, souvent des réacteurs, des tranches chez nous sont arrêtés puisqu'on a la nécessité donc, de ne pas surcharger l'eau et de ne pas dégrader l'écosystème autour. Et bien ça justement c'est des choses sur lesquelles on travaille où on va essayer d'apporter une visibilité assez concrète même aux chercheurs ou même aux personnes qui exploitent au quotidien. Quels vont être les impacts de l'exploitation sur telle ou telle période si on lance une tranche, 2 tranches, 3 tranches, 4 tranches, X tranches pour essayer de moduler au mieux la production. Et puis après on a des choses qui sont donc effectivement des trucs plus centrés nucléaires ou alors des choses qui sont autour des ENR et qui ont ouvert cette année, enfin depuis même 2 ans, une branche assez grande qui est celle-ci, la verte sur les territoires et infrastructures. Et après on va avoir des choses autour de la solidarité, de l'habitat et de la mobilité qui sont des thématiques de longue date, notamment parce qu'on a commencé par là, on a travaillé aussi sur des questions d'efficacité énergétique et de précarité énergétique quand on est arrivé dans le groupe EDF. Donc voilà. Simplement, là, sur tous ces projets, effectivement, il y a une particularité, c'est que nous avons donc une petite frange de projets, qui sont les projets illustrés ici en orange, en tout cas sur les branches orange, qui ne sont pas des projets, pour le coup, qui sont des demandes du groupe EDF, mais qui sont des projets qu'on choisit d'adresser. Donc, je vais revenir après sur le protocole de test, puisque ça aussi, il est assez intéressant, notamment quand on parle de documentation et de regard, avec la possibilité de mettre un petit coup d'œil dans le rétro. Mais effectivement, il y a donc cette capacité à aller chercher des sujets qui ne sont pas encore vus par le groupe EDF ou ne veulent pas être vus par le groupe EDF.
Et puis donc les bleus qui sont donc ces commandes auxquelles aussi on répond, et donc on va travailler directement avec les métiers en les accompagnant le mieux possible, mais surtout en travaillant directement en menant les explorations. Effectivement, donc nous, notre mission, c'est aussi de répondre à des besoins, mais d'anticiper les besoins des prochaines années surtout. Et donc ça, je le disais, comme on le fait de manière complémentaire, ça c'est quelque chose qu'on ne conçoit plus différemment. Quand l'activité de recherche est arrivée, on va le voir juste après, on a eu au début des tentations aussi d'aller sur des sujets effectivement qui n'étaient absolument pas vus par le groupe EDF pour des raisons tout à fait variables, mais par contre qu'on avait du mal à faire retomber aussi sur la question de comment on va réinjecter la connaissance qu'on a acquise sur ces sujets dans les activités du groupe EDF. Maintenant, ce qu'on a décidé de faire, c'est de trouver, on va dire, justement en créant ces branches que vous venez de voir sur la constellation, des moyens de faire communiquer à la fois nos travaux de recherche, donc les travaux orange qui vont chercher à aller explorer et incarner les tendances émergentes, des projets qui sont plutôt les projets bleus, qui sont donc l'accompagnement des métiers. Globalement, en préparant la table ronde, je me suis posé 7 questions, effectivement, comment on intègre la recherche dans les activités d'EDF Pulse Design, et effectivement aussi comment on la documente. Et donc justement, un peu les 3 axes qui se sont dévoilés au début devant moi, c'était tester, anticiper, documenter. Donc très simplement, je vais finir par ce point de contexte. Je l'ai dit, il y a ces 3 étapes qui sont assez déterminantes. Et pourquoi je les remets en avant, c'est parce que, effectivement, on a une histoire qui est quand même pas anodine. En fait, si on regarde justement dans le rétroviseur, on n'est pas arrivé en étant un métier comme un autre chez EDF. On est arrivé par la R&D qui a opéré cette prise de risque d'héberger le design. Alors au début, c'était 3 designers au sein d'un département d'efficacité énergétique, donc restons modérés sur le risque-prix. Mais ceci étant, c'était une nouveauté que de faire venir des designers. D'ailleurs, ils n'étaient pas appelés designers à l'époque, c'était des ingénieurs-chercheurs, alors qu'ils avaient leur diplôme de design pour la plupart, mais ils étaient donc qualifiés d'ingénieurs-chercheurs. Et effectivement, leur mission de démarrage, c'était vraiment d'aller chercher de nouveaux usages dans le domaine de l'efficacité énergétique. Ceci étant, du coup, on a commencé à travailler avec des chercheurs. Et ça fait la différence aussi. On a commencé à travailler avec des gens qui ont cette habitude d'aller chercher à droite à gauche, d'aller un peu plus loin, de re-questionner. Et ça a été forcément une empreinte assez forte sur notre activité. Quand on a pu créer le Design Lab en 2013, il y a eu effectivement donc déjà la capacité d'avoir un lieu désormais. Donc on n'était plus 3, mais cette fois-ci on était 6 internes et il y avait 6 externes à ce moment-là. Et donc il y a eu l'idée d'avoir un lieu qui permettait de représenter la méthode et la pratique du design. Donc on va le voir juste après, je crois que j'ai mis une toute petite photo. Bon, alors là on est sur les photos de la direction de la communication, donc j'aime autant de vous dire que c'était ultra bien rangé. Gwenaëlle pourra en témoigner, c'est généralement un peu moins bien rangé que ça. Mais ceci étant, en fait, dans cet espace-là, qui était le tout premier espace du Design Lab, le but c'était qu'en faisant un 360, on puisse très vite imaginer à peu près, ou en avoir en tout cas une vue de l'esprit de ce que pouvait être un travail de designer. Alors maintenant c'est pareil, ça a un tout petit peu évolué parce qu'on s'est étendu dans l'espace, mais on avait cette capacité d'avoir notre grande bibliothèque et avant les boîtes d'archives, on en voit encore quelques-unes qui sont là, maintenant elles sont relayées ailleurs et elles sont surtout dans nos ordis. On avait cette capacité à pouvoir travailler ensemble avec les tables. Il y a aussi là derrière ce qu'on ne voit pas, ce sont notamment des très grands tableaux blancs qui nous permettent de travailler aussi ensemble sur différents sujets ou sur un seul et même sujet, mais en tout cas de manière superposée. Et puis après, donc là, ce qu'on ne voit plus, mais c'est... avant, c'était notre tout premier Fab Lab, donc on avait effectivement toutes nos imprimantes 3D, par exemple, notre imprimante à poudre, voilà, pour ceux et celles qui ont connu les débuts, parce que maintenant, on n'en utilise plus beaucoup, on est plutôt sur du filament ou de la résine, et qui était donc disponible ici, avec une petite paillasse à côté, et qui nous permettait en tout cas de commencer à matérialiser. Et puis pareil, on avait effectivement ce qui, lui, est resté, le pôle d'impression, qui nous permettait aussi de cartographier, de faire une restitution de la connaissance acquise, etc. Et puis ça, c'est le reste de l'espace. Pareil, donc Guillaume n'est pas en démonstration tous les jours devant. Mais en revanche, c'est pareil, on avait cette volonté d'avoir ce qu'on appelle le mur des devices. Alors là, qui a fait un mélange avec la bibliothèque, mais ceci étant, qui était à la fois un présentoir de nos projets et aussi un peu, effectivement... Ça, c'était donc, on l'utilise moins comme tel maintenant, mais le mur des devices, quand il est né, c'était effectivement, on va dire, sur la période 2016, 2018, 2019. Et donc, on avait par exemple tous nos iPhones et tous les téléphones qu'on commandait, puisqu'à l'époque, Figma ne permettait pas de faire des tests en responsive ou d'autres applications ne permettaient pas de le faire, donc il fallait le faire à la main. Voilà, c'est là que je me sens un tout petit peu plus vieille maintenant. Ceci étant, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous a permis aussi donc d'évoluer et d'installer nos pratiques dans un monde lié à la recherche, c'est-à-dire qu'entre 2000 et 2013,
Bon, l'efficacité énergétique, on a vu, on a fait pas mal de projets dessus. Ça veut dire, c'est néanmoins des thématiques qu'on continue à accompagner, mais sous un prisme assez avancé. Et surtout, c'est des sujets qu'on a commencé à voir revenir un peu comme des marronniers, comme je le disais. Donc, on a proposé nos premières cartes blanches qui étaient avec le bouche à oreille et l'installation que certains commanditaires puissent nous accorder leur confiance pour qu'on puisse nous-mêmes mener le sujet. Donc en allant sur le terrain, en allant par exemple sur les questions de précarité énergétique, comment ça s'incarne, c'est d'aller sur le terrain rencontrer qui sont nos correspondants solidarité, puisque chez EDF, il y a donc par région, il y a plein de correspondants solidarité, et les accompagner sur leur mission du quotidien pour aller voir comment on peut vraiment les aider. Donc c'est de renverser c'est d'être capable en fait d'établir aussi le problème et la réponse. Et puis du coup, on a commencé effectivement à créer notre propre connaissance liée au projet de design et comme je le disais, d'élargir le spectre. Et le dernier point, c'est donc celui-ci. Quand on est parti de la R&D, le choix a été fait parce que, non pas parce qu'on s'est dit plus innovant que les autres, mais c'est surtout qu'on avait besoin effectivement d'être plus proche des métiers, d'aller se rapprocher davantage pour avoir une capacité d'aller sur le terrain. Quand je dis ça, c'est par exemple aller sur des ouvrages hydro, aller sur des ouvrages nucléaires, ce genre de choses, pour aussi mener le même travail que ce qu'on faisait sur des contextes plus tertiaires où on avait plus de portes d'ouverture. Ça nous a permis du coup de nous étendre sur le type de sujet qu'on adresse, d'avoir une transversalité encore plus grande que ce qui était le cas, même si déjà on abordait quand même tout un tas de thématiques. En tout cas maintenant ça nous permet effectivement d'avoir ce regard très transverse et aussi parfois de savoir que tel métier travaille sur ça et que la même thématique par exemple se pose entre nucléaire et hydraulique. Ça c'est un vrai exemple, ça se passe souvent. Et puis enfin, ce qu'on essaye de faire aussi, et ce qui est permis par la direction de l'innovation, c'est qu'on a un lien avec l'externe qui est largement encouragé, notamment sur le partage aussi, parce qu'être dans une entreprise, effectivement, si toutes mes slides sont logotés, c'est pas un hasard, c'est qu'effectivement, on a une capacité à partager la connaissance qui est quand même plus restreinte, parce que notamment toujours une peur de partager, etc. Aussi un indice économique, par exemple. Je ne l'ai pas dit, mais entre 2000 et 2013, un des leviers de reconnaissance pour nous, ça a été de parler de brevets. C'est pas des choses desquelles on est très commun en tant que designer, c'est pas des choses qui sont même forcément éthiquement très chères à notre cœur, enfin en tout cas je crois, mais parce qu'on est plutôt justement dans ce mode d'incitation au partage et qu'on mais ceci étant, l'un des moyens aussi d'aller parler à des gens chez EDF sur la capacité et ce qu'apportait très concrètement le design, c'était de déposer des brevets avec les métiers, déposer des brevets avec la R&D pour avoir des indicateurs en fait qui étaient ouverts. Donc c'est des jeux auxquels il faut être capable de se prêter parfois parce que c'est aussi un moyen de dialoguer avec l'entreprise. Voilà, donc ce terreau, je l'ai représenté là très rapidement par ce petit diagramme, mais effectivement, donc il nous arrive toujours de travailler avec la R&D et avec les métiers du groupe, il nous arrive parfois de travailler en direct, et puis maintenant, effectivement, on a une capacité quand même à aller vers de l'externe qui est un peu plus grande. Sur la question de tester, je vais aller assez vite, puisque en fait, ce que je voulais partager, c'est quand même la démarche design intrinsèquement. Il y a quelque chose qui est lié à la recherche, dans le fait de tester, d'avoir quelque chose de l'ordre de l'itération, de se tromper, d'apprendre et recommencer. Pour ça, je trouvais qu'il y avait un très bon exemple qui est celui-ci, qui est donc celui de la vasque olympique et paralympique que vous avez sans doute déjà vu. Et donc nous, on a travaillé sur la partie basse au niveau de la flamme 100% électrique. Il y a une des pièces que je vous ai pas montrées, c'est celle-ci, et pourtant on l'appelle le joyau, et c'est pas un hasard, c'est que c'est un Fab Lab qui nous permet vraiment de prototyper un large panel de choses, et même aussi de faire, travailler l'électronique de nos objets, etc. Et typiquement, ça nous a permis, avant que la flamme ressemble à ce que vous avez potentiellement vu à la télé ou même directement dans le jardin des Tuileries, ça nous a permis de construire un banc d'essai, puisqu'il a fallu... L'histoire de la flamme, je ne vais pas la refaire, mais en fait, elle est bien plus longue que ça. Elle date de début 2021, où on fait des tests auprès du COJO, qu'on va leur montrer plusieurs fois. Et avant d'en arriver là, il y a même d'autres pistes qui sont montées et qui ne ressemblent pas du tout à une flamme électrique à l'époque, sauf qu'on a cette nécessité d'accoler au symbole. Vous le voyez aussi, ici, on n'est pas du tout sur une échelle d'anneau-flamme à l'époque, donc de 7 mètres de diamètre. On est sur l'échelle des torches olympiques, puisqu'à l'époque, nous avons travaillé sur les torches. Et donc ça, effectivement, ça nous permet très vite dans notre labo de changer des LED, de changer les positions des ventilos, de changer les positions des bus de brumisation pour avoir différents effets et voir ce qui est le plus visible et ce qui est le plus convaincant. Tout à l'heure, on parlait de la nécessité de documenter pour convaincre. Sur ce projet, c'est extrêmement important parce que typiquement, la torche qui est à droite et qui reprend la shape de la torche de Nagano,
l'idée c'était juste d'installer le feu électrique, mais par contre de donner à voir à l'époque aux gens du comité d'organisation olympique et paralympique à quoi ça pouvait ressembler si c'était une torche. Sachant que ce qui était clair depuis le début, c'est qu'il y aurait le concours que Mathieu Le Hanner a remporté pour avoir justement un designer officiel des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, nous, l'idée, c'était pas de montrer, on n'était pas nommé, pressenti pour faire on va dire, le casing de la torche. Par contre, ce qu'on voulait montrer, c'est à quoi ça ressemble. Et jusqu'à maintenant, nos prototypes, en vérité, ils ressemblaient à ce que vous avez vu juste avant, ou à ce qu'on a sur la partie droite, même si là, déjà, en plus, ils sont sur un petit éclairage et tout, on les a un peu choyés. Mais ceci étant, ils ressemblaient à ça. Sauf que ça, pour convaincre, ça marchait pas. On a eu la nécessité de montrer ce proto qui était plus complet et qui pouvait montrer très concrètement, dans une situation d'usage, à quoi ça pouvait ressembler. Et puis après, il y a eu le temps du passage à l'échelle, puisqu'on n'est pas resté sur la torche pour des questions d'un trop gros décalage avec le symbole olympique et paralympique selon le CIO. Et donc, on a pu par contre rejoindre le projet de Mathieu Le Hanner qui avait décidé de faire cette vase qui serait hors d'un stade et qui s'envolerait chaque soir pour créer un spectacle à la fois pour les gens, pour les Parisiens et spectateurs des JO et Jeux paralympiques, et puis pour effectivement tous les téléspectateurs aussi dans le monde. Très vite, comment ça a commencé par des tests un peu hasardeux donc là on a été rejoint par 2 entreprises et ça c'est essentiel aussi, la question de comment on anime un groupe de travail, comment on partage les informations pour un groupe de travail. C'est que bien évidemment toutes les recherches qui étaient ici posées ont été pour le coup documentées. On a notre studio photo qui est juste à côté. Donc même si là je vous ai montré que 3 étapes, bien évidemment on a tout un tas d'étapes qui sont ultra pour le coup assez régulièrement documentées, qui nous permettent très vite du coup de pouvoir partager la doc avec les 2 entreprises, donc Atelier Blâme, le bureau d'études, et Bel Environnement qui nous a rejoint sur le côté plutôt fontainerie du projet. Donc là on teste des diffusions de brume, voilà. Et puis après, on va tester des diffusions lumineuses qui vont nous permettre très vite d'atteindre cet effet, mais à une échelle qui est beaucoup plus grande. Et voilà, quand je dis aussi que c'est tester, recommencer, c'est qu'on le voit, par exemple, entre la techno qui est là et la techno qui est ici. On n'est pas du tout sur la même. Et je vais juste me permettre de sortir quelques secondes pour vous partager ceci. Je vais parler par-dessus. La question aussi pour nous d'archiver et de communiquer avec le client, parce que j'entendais que tout à l'heure c'était quand même quelque chose qui revenait assez régulièrement, elle est effectivement hyper importante. Ce qui veut bien se relancer, voilà. Typiquement, pour ce projet, alors après on est effectivement sur un client, on va dire un peu de luxe, même nous on ne travaille pas tous les jours pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais notamment Thierry Reboul, un des moyens de le séduire, et là on est vraiment dans la séduction, c'est de documenter ce qu'on fait, mais c'est aussi d'avoir effectivement tout un travail de montage et de qualification de la vidéo qui se fait derrière. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est littéralement ce qui a permis de valider le banc d'essai de la vasque olympique et paralympique pour ensuite lancer les travaux sur la no-flamme en se disant « Ok, on prendra une flamme électrique ». Donc c'est vraiment ce que le COJO a validé. Donc on est à la fois sur un travail qui a documenté, c'est-à-dire que nous on a beaucoup plus de rush que ça et on a toutes les étapes, etc. un peu que Féline Studio a pu filmer au fur et à mesure. Mais la vidéo finale c'est celle-ci qui permet aussi effectivement d'avoir un regard, de montrer que cette flamme, elle est aussi, voire plus visible qu'une flamme fossile, puisque c'était ça le principe du projet, c'était de remplacer et de montrer aussi un monde électrique désirable, autant qu'en tout cas qu'une flamme classique et qui ne viendrait pas dénaturer le symbole. Et donc c'est ce qui nous a permis effectivement de valider le projet. Pas du tout. Ça fait partie des aléas. Sur ce projet aussi, quand je parlais de tester, itérer, etc., c'est quelque chose qui a avancé au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire que le banc d'essai que vous venez de voir, il nous a permis de valider un tiers d'anneau-flamme, puis ensuite de valider un anneau-flamme complet qu'on a pu tester dans des conditions un peu particulières, notamment à Couéron en faisant un lever de grue, puisqu'on n'avait pas le droit de tester sur le ballon. Et puis, il y a eu ensuite quelques tests intermédiaires, notamment de toute la structure à Paris 3 jours avant les JO, mais sans allumage. Et enfin... du coup, parce que vous avez découvert en même temps que nous, qui était la réalisation complète. Donc, je dirais que c'est effectivement sur la fin du projet, pas tout à fait la même démarche que ce qu'on fait d'habitude, mais en tout cas, c'est assez intéressant de ce point de vue-là.
Sur ce projet aussi, ce qu'on peut voir, c'est que ça nous permet de repousser nos limites de nos champs de compétences en collaborant avec d'autres disciplines. Je l'ai dit, notamment sans la collaboration avec l'atelier BLAM et avec Bel Environnement, ça aurait été impossible. Mais ça nous permet aussi de faire quelque chose qu'on fait sur d'autres projets, c'est de questionner nos méthodes et d'aller chercher de nouvelles façons de faire. Je vais passer beaucoup plus vite, mais sur un sujet que Gwenaëlle connaît, du coup, puisqu'elle a collaboré avec nous. On a travaillé sur un sujet, en 2023, sur comment explorer de nouvelles postures centrées sur le vivant. Donc, en tant qu'entreprise, comment on peut aller chercher de nouveaux modes, même pour nous, en tant que designer, de nouveaux modes de conception qui seraient justement inspirés du vivant. Et ben ça justement, effectivement, c'est pour ça que je voulais vous faire voyager dans mon Figma, parce que ça a une vraie importance, c'est-à-dire que nos projets, avant de finir comme des très beaux posters qu'on va déployer dans tous vos salons, bien évidemment, ça ressemble à ça pour la plupart du temps. Je pense que du coup, Gwenaëlle, tu reconnaîtras ce fichier. Donc ça ressemble à une veille qui va être répartie, voilà, qui va être thématisée. Aussi, il faut le dire, on a effectivement des contraintes, même spatiales. On est sur 2 lieux différents, donc on travaille souvent sur des supports qui sont numériques. Et voilà, sur ces supports-là, déjà, on va avoir une archive qui est pour le coup, qui vit dans la mesure où à chaque fois, on va mettre tout ce qui concerne ce projet qui va évoluer. C'est-à-dire que là, j'ai aussi bien la veille, donc ce qui nous a permis de nous inspirer et de constituer une connaissance sur le sujet, mais aussi la préparation, par exemple, de la table ronde qu'on avait fait pour France Design Week l'année dernière ou il y a 2 ans. Et donc voilà, ça nous permet très progressivement d'avoir toute la matière au même endroit, que toute l'équipe projet se retrouve, on va dire, dans cet endroit-là et fasse vivre ce truc. Et donc effectivement, si je dézoome, on a énormément de choses qui sont sur ce même support et qui nous permettent très vite de se partager les informations et puis au-delà de ça, de les réexploiter et de les faire progresser. Il y a quand même effectivement des étapes éditoriales, c'est-à-dire que notamment cette veille que vous venez de voir, on en a fait une boussole qui nous a permis, pour le coup, d'en faire un document un peu plus synthétique, notamment pour qu'il soit partagé à l'interne du groupe EDF de manière un peu plus large. Ça, on va passer. Sur la question de l'anticipation, qui est pour moi le deuxième point, c'est, je l'ai dit, notre but, c'est d'explorer de nouveaux sujets ou de potentielles opportunités et mutations pour le groupe EDF. Il y a un principe qu'on fait depuis plusieurs années qui s'appelle le mur des possibles et qui lui aussi ressemble à une archive en live, puisque ce mur qu'on voit là en tout petit et qu'on verra juste après en plus grand, c'est un réservoir d'idées qu'on va adresser chaque année. Je l'ai dit, on a donc 30% de nos sujets qui sont des sujets qu'on va choisir, nous, d'adresser en se disant « allons les défricher ». On ne sait pas où est-ce que le vent nous portera, mais par contre, on s'autorise à prendre 30% de notre temps, de notre budget accessoirement, pour aller mener ces recherches-là. Sur ces dizaines de sujets entre 5 et 10 sujets effectivement par an qu'on va adresser, ce qui se passe avant de trouver ces 5 à 10 sujets, on ne tombe pas un matin sur la tête en se disant on va faire celui-là et on va prendre... Donc il y a quand même un petit travail justement d'aller chercher, d'aller générer des idées, ou en tout cas plutôt d'aller récupérer les idées que l'ensemble de l'équipe pourrait avoir. Et donc ça va se passer... Ça je vais passer du coup. Ça va se passer de cette manière. Hop. Voilà, comme ceci. Oui, on aime beaucoup Figma, mais on aime aussi Miro, on aime plein de choses, donc ne vous focalisez pas là-dessus. C'est qu'on va se rejoindre pendant une journée, ce qui nous permet en fait déjà d'avoir une forme de partage des idées, sachant que ces idées, elles viennent de plusieurs choses. Soit elles peuvent venir de problématiques métiers qu'on a rencontrées, sur lesquelles, par exemple, on avait eu des préconisations ou des choses qui n'ont pas été suivies et donc on a envie de poursuivre. Des choses qui viennent de la veille complètement externe où on se dit quand même c'est une évolution sociétale ou c'est une mutation environnementale que le groupe EDF ne peut pas manquer et donc ce serait intéressant quand même de défricher cette thématique. Tout un tas de choses. Et puis, par contre, on essaye aussi quand même de renouveler petit à petit, de manière générale, la manière dont on génère les idées. Donc, c'est-à-dire que d'année en année, il y a des nouveautés qui apparaissent. En 2024, ce que vous avez vu derrière vous, c'est qu'on avait utilisé un petit module d'IA qui nous permettait qu'on avait développé nous-mêmes et qui nous permettait en fait de faire rencontrer 2 idées ou 2 articles de presse pour générer une nouvelle tendance qui pouvait être complètement random par ailleurs, mais qui nous permettait en fait non pas de se dire c'est ce sujet-là qu'on doit adresser, mais pour le coup d'avoir un regard critique dessus et de se dire est-ce qu'il y a un intérêt à aller sur cette thématique, pourquoi, etc. et éventuellement de pouvoir rédiger une idée qui allait être connexe. Donc, in fine, et puis cette année, il y a d'autres choses qui se sont ouvertes. Il y a un processus d'enquête qu'on mène avec des acteurs complètement externes à EDF, très volontairement, pour aller chercher des signaux faibles qui viendraient hors du groupe. Il y a des choses qui se font aussi sur la question des imaginaires viraux, où on a été sonder tout un tas de supports, type réseaux sociaux, pour aller chercher des nouveaux personas et des nouveaux modes aussi
enfin des nouveaux phénomènes, des nouveaux modes de vie, entre guillemets, qui pourraient être intéressants d'aller challenger pour voir s'il y a des choses à faire. Et donc voilà, finalement, ce qui se passe, c'est que ça va ressembler à chaque fois, chaque année à ça. On va avoir tout un tas de post-it au début qui nous permettent ensuite non pas de les archiver, mais plutôt de faire une sélection des projets. Donc, ces post-it-là, ils vont être ensuite donc relus par de soigneuses petites mains. Ils vont être ensuite, parfois, il y a des idées qui se rassemblent, donc on réagglomère les différentes idées. Et surtout, on les thématise et on les positionne en un mur qui est pour le coup un objet tangible, qui nous permet ensuite, on fait une petite édition, un petit travail d'édition, etc., qui nous permet de les illustrer pour avoir une image concept, qui nous permet de les retrouver donc à la fois dans notre bureau. Ici, dans ce classeur, on a toutes les versions des années précédentes. Et puis là, on est en train de concocter une petite version numérique qui sera donc au début partagée à l'interne du groupe EDF et ensuite sur une partie à l'externe, c'est-à-dire pour le monde entier. Je le disais, cette méthode, on l'a mise en place depuis 2020 et ça, c'est intéressant parce que pour le coup, sur le travail de recherche, ça nous permet vraiment aussi de regarder les thématiques qui ont été priorisées, les évolutions des thématiques. Est-ce que certains sujets ont disparu parce qu'on les a adressés? Est-ce qu'au contraire, ça a planté plusieurs petites graines qui aimeraient être adressées? Et donc ça, on est capable, en fait, très vite d'aller... encore une fois, regarder un peu l'évolution de chacune des thématiques et chacun des sujets. Simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail autant que... Mais sur ce sujet, il y a ce sujet, en tout cas, autonomie, c'est un des sujets de recherche qui vient de ce pool d'anticipation. Très simplement, si on regarde ce qui s'est passé, c'est que, pour le coup, il est assez symptomatique de la manière dont on travaille. On a regardé au début ce qu'était l'autonomie. Volontairement, on a élargi à autre chose que l'autonomie énergétique. On était sur l'autonomie en santé, en data, l'autonomie en nourriture. Enfin, voilà, l'idée, c'était d'élargir le plus possible, aussi pour en faire un sujet qui allait un peu contrebalancer la vue d'esprit d'EDF qui était de voir des personnes autonomes comme des personnes perdues dans le Larzac en complète autonomie et en complète indépendance. Et donc, ce qui crée un rejet de ce sujet, notamment sur la question de l'autonomie énergétique. On a commencé ce sujet en 2018, donc on était sur un format fortement centralisé avec une remise en question très nulle. À l'époque, effectivement, on voit quand même qu'aussi que les signaux ont changé depuis. C'est des sujets qui sont davantage adressés, mais ceci étant, à l'époque, c'est un travail de recherche qui a trouvé peu de grâce aux yeux d'EDF et qu'on a réussi à faire exister, notamment parce qu'on avait créé cette petite communauté de recherche aussi qui nous permettait, qui étaient des acteurs, notamment des universitaires, etc., mais aussi des gens qui étaient, par exemple, des gens qui travaillent dans des entreprises sur des capsules spatiales ou ce genre de choses, qui ont justement répondu à notre travail d'enquête, qui nous ont permis de sortir de cette image très archétypale de l'autonomie, plutôt pour en donner une vision plus littéraire, plus concrète, en tout cas, qui nous semble être intéressante à exploiter, qui est la question de quelqu'un qui aurait conscience de ses dépendances. Et donc, ça, c'est aussi des choses qui nous ont permis de créer 3 scénarios ensuite, et notamment d'en faire une exposition qui a été diffusée donc, à Lille Capitale Mondiale du Design. Et après cette diffusion, parce que notamment certains scénarios qui étaient donc des scénarios design fiction sont des choses qui ont trouvé beaucoup de grâce aux yeux du public et qu'on fait parler d'eux. Ça nous a permis en fait de faire revenir le sujet à l'interne. Alors aussi parce qu'effectivement la période, notamment c'est la période de la pandémie, donc Lille Capitale Mondiale du Design, c'était en 2020, pile poil pendant la pandémie. Donc en tout cas, à partir de 2021, il y a eu un accueil de sujets beaucoup plus favorable et cette expo, elle a beaucoup voyagé par exemple sur les sites EDF. Donc ça aussi, c'est des petits moyens, parfois on détourne, on va produire de la connaissance qu'on va faire passer à l'externe et elle revient souvent à l'interne. Et cette question de la réinjection, on va voir, elle est quand même très importante pour nous. Je vais passer très rapidement sur celui-là aussi. Donc, pour le coup, il a été exposé il y a quelques temps et c'est l'un des derniers projets de recherche que nous avons fait. C'est la question des infrastructures énergétiques. Vous n'êtes pas sans savoir que le groupe EDF en ce moment cherche à implanter de nouvelles infrastructures énergétiques de différentes natures et souvent le débat public est assez houleux autour de l'intégration de ces infrastructures. Nous, notre métier, c'est pas de dire, moi je fais pas de la communication au quotidien, mon métier c'est pas de dire non super, il faut absolument que ces infrastructures s'installent. En revanche, mon métier c'est d'aller comprendre aussi quels sont les points, les frictions avec le territoire, avec les élus, qui font que à chaque fois qu'il y a de l'installation d'infrastructures, ça se passe pas bien. Aussi. Par contre, j'ai cette capacité d'aller voir ce qui se passe dans le groupe EDF, donc aussi de comprendre ce qui se passe dans la tête de mes collègues qui sont concepteurs d'infrastructures, notamment les ingés qui travaillent dessus, et de se dire mais comment on peut ne pas réussir à trouver un consensus un peu plus large sur la question de l'installation des infrastructures énergétiques. Pour ça, c'est pareil, on a mené tout un travail terrain, pour le coup, avec 2 personnes de l'École nationale du paysage de Versailles,
ainsi qu'une photographe. Et le but, c'était de trouver des territoires qui accueillent une diversité d'infrastructures de production. Donc, il y a eu tout un travail. On a fait 3 déplacements différents. Et puis, on a été simplement regarder ce qui était la vue du quotidien. Puisque c'est pareil, quand on regarde notamment pour les concepteurs d'infrastructures, quand on regarde chez EDF, les images qui nous sont données des infrastructures énergétiques, celles qui sont disponibles dans le Media Center d'EDF, elles sont très différentes. Et donc, on a besoin, en fait, de retrouver aussi une vision de l'ordinaire, qui est cette vision en fait qui est critiquée et qui est critiquable au quotidien, qui fait que les gens n'ont pas forcément envie que ça s'installe à côté de chez eux parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est, parce qu'ils n'ont pas d'usage concret de cette infrastructure et parce que effectivement ça crée aussi une nuisance visible. Donc voilà, donc on a créé, donc notamment on a mené tout un travail avec Camille Rioux qui est une photographe et qui nous a permis de créer ces différents panoramas très différents de ce qu'on peut effectivement voir dans l'imagerie EDFienne et notamment de montrer des infrastructures. C'est pas pour autant que ces images ne sont pas belles ou quoi que ce soit, il n'y a pas de jugement à porter dessus, par contre elles sont littéralement différentes et c'est ça qui nous a intéressés. Dans l'exposition, du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve dès le début, qui nous permet en fait, pour retracer un peu ce road trip et cette confrontation avec les infrastructures, on les a fait imprimer en très grand format, ce qui permet de se retrouver littéralement enfoui dans ces grandes images. On a cherché tout un tas de projets et de réalisations qui démontrent des questions d'intégration dans le territoire. Ça, je vais passer. Et effectivement, le point final, c'est de concevoir aussi final pour l'instant, c'est de concevoir une exposition sur la thématique à destination des citoyens, des collectivités et des concepteurs d'infrastructures. Donc voilà, je vais passer quelques images. Ça, c'est ce qui a été exposé à la Galerie Jaurès durant la Biennale de Saint-Étienne. Et là, du coup, c'est une exposition qui, pareil, un peu comme Autonomie l'a fait, va commencer à tourner aussi sur les sites EDF, ce qui fait que, et notamment, à chaque fois, donne lieu à des petits événements avec les collectivités locales, ce qui fait aussi, parce qu'il y a, sur ces sujets-là, il y a aussi un déséquilibre de la parole entre les politiques, etc. Donc voilà, ça nous permet de remettre tout le monde autour de la table. Conclusion, je vais passer très vite. Sur cette partie que j'avais pas imaginée au début, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans le titre, mais pour autant, elle me semble intéressante, et notamment au regard de ce qui s'est discuté ce matin avec Pia et Catherine, c'est la question de la réinjection. Je vais pas le mettre en image pour le coup, mais justement, ces projets, vous l'avez vu, notre idée depuis le début, c'est que les projets de recherche cohabitent avec les projets qui sont commandités par le groupe EDF. Mais en fait, au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est que cette matière, elle est complètement fluctuante. C'est-à-dire que c'est aussi de se donner ces 30% de projets qui sont un peu plus larges, un peu plus vastes, où on ne sait pas où est-ce qu'ils vont arriver in fine. Ça nous permet d'accumuler toute une connaissance qu'on va ensuite déployer sur des projets. Et donc, par exemple, c'est le cas du régénératif. Typiquement, le régénératif, ça a commencé sur... On voit que c'est un grand mot. Toutes les entreprises commencent à s'en emparer. On s'est renseigné sur ce qu'était le sujet, notamment au moment où on s'est renseigné, c'était 2021. Et donc, du coup, on a collaboré avec 2 personnes de chez Frog qui nous ont aussi donné accès à toute une littérature anglophone sur le sujet. On a publié un article dans Sciences du Design qui nous a permis un peu de remettre cet état de l'art et de le partager le plus largement possible. Et ensuite, c'est des choses qu'on essaye d'intégrer nous-mêmes dans nos projets. Donc, cette question de la réinjection, d'en faire une matière qui soit mobile et qui soit réutilisable constamment, ça, c'est des choses qui nous importent beaucoup. Et enfin, je vais finir hors de mon PowerPoint toujours, notamment sur la demande de Maxime. La question d'archiver dans un labo, notamment quand on est une grande équipe et aussi qu'on a une nécessité de pérenniser l'activité parce qu'on n'est pas sur un studio unipersonnel, c'est-à-dire que si demain je m'en vais du groupe EDF, très concrètement, l'équipe va continuer à survivre et tant mieux. Mais par contre, ça nous demande une exigence en termes d'archivage qui est énorme et qui n'est clairement pas achevée à ce jour. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que nos manières d'archiver sont hyper efficaces. Ceci étant, effectivement, tout à l'heure, concrètement par rapport à ce qu'on disait, on a cette méthode pour l'instant, chaque année, de se retrouver en fin d'année ou en début d'année pour faire un tour des projets de l'année passée et du coup de pouvoir garder ce qu'on estime être utilisable par la suite, en reprenant toutes les étapes du projet. Encore une fois, chaque équipe projet va s'occuper d'aller défricher ce qu'il y a sur son sujet parce qu'elle est la plus à même de connaître. Après, on fait quand même des partages qui nous permettent aussi d'avoir un œil extérieur sur ce qu'on va garder ou pas. Et effectivement, on a un portfolio qui nous permet aussi, non pas... Alors pour le coup, c'est même un portfolio interne, donc il n'a pas cette capacité à être visible par l'ensemble des personnes. En revanche, il nous permet pour le coup d'avoir tous nos projets depuis le début de l'activité du Design Lab, et ça c'est hyper précieux parce qu'on le voit, les sujets qu'on ouvre en 2025 sont des choses qu'on a aussi ouvertes en 2012, simplement on les voit d'un regard différent, on a besoin de les réajuster, de les réactualiser, et ça pour nous c'est une matière ultra précieuse que d'avoir ce portfolio, même s'il est hyper challengeable, puisque en fait il a une sorte de grille qui est à moitié posée, qui a été enlevée, du coup elle n'est pas vraiment posée, donc on a des diversités dans les formats d'expression, mais ceci étant, ça nous permet quand même d'avoir une base d'information qui est suffisamment sûre et partageable et réutilisable. Voilà, merci et désolée d'avoir dépassé.